les raimentas qui ondoyaient à 1 mètre de nous en valaient complètement la chandelle et je le referais sans hésiter. Alors quel est le rapport avec l'écriture, me diras-tu? C'est tout simple, mon expérience est la même. Si tu savais comme j'ai procrastiné l'envoi de mon premier roman aux éditeurs. Me prendre un refus aurait fait tellement mal à la petite Ingrid pour qui je faisais tout ça, celle qui rêvait tant de devenir écrivain. Pourtant, je savais que j'allais recevoir des refus et qu'ils allaient me permettre d'améliorer le roman, jusqu'à ce que la rencontre se fasse avec un éditeur. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écrisunroman.fr, formatrice et auteure. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègue écrivain, j'espère que tu vas bien et que tu as pu avoir des vacances ou te reposer cet été. Pour une transition en douceur avec la rentrée, l'automne, etc., je voulais te proposer un épisode un petit peu plus léger que d'habitude où je vais te parler de ce que mon tour du monde m'a appris sur l'écriture et sur moi. Alors c'est parti, on commence. Si tu rencontrais la Ingrid d'il y a 4 ans, je pense que tu n'y croirais pas du tout. Je n'avais rien à voir avec la personne que je suis aujourd'hui. Imagine, jusque-là, j'avais suivi un chemin tout tracé par le système éducatif, la société française, etc. Et je pensais fermement que l'écriture était une cause perdue, que je ne changerais jamais. Moi, je parle notamment de mon souci avec la nourriture émotionnelle. J'avais un tas de croyances limitantes et de blocages que je traînais comme des boulets derrière moi. Je n'avais jamais pris un seul risque vraiment, ni cherché à savoir ce que moi je voulais, pas la société, pas mes profs, pas mes proches, mais bien moi. Je t'en ai déjà parlé dans l'épisode 5 sur mon parcours et ma reconversion, mais je voulais revenir aujourd'hui sur les déclics que ce voyage a lancé. Tout quitter, voyager pendant plusieurs mois m'a permis de vivre plusieurs vies en une, de réaliser des choses qui m'auraient sûrement pris plusieurs années autrement. Donc je vais te parler d'écriture, de j'écris un roman, mais aussi d'entrepreneuriat, de réaliser ses rêves, et bien sûr de voyage. Alors accroche ta ceinture, relève ton siège, on décolle. La première leçon que mon tour du monde m'a apprise, je pense que tu la connais déjà un peu si tu me suis sur les réseaux. Tu sais peut-être que j'ai eu un déclic en écrivant mes carnets de voyage. Je recevais les commentaires de mes proches, j'écrivais comme je pensais, comme ça s'était passé. Je m'amusais beaucoup car c'était sur un blog, c'était moins sérieux qu'un livre. Et en faisant ça, mes proches saluaient ma belle plume. Me disaient que c'était génial, que c'était haletant, que c'était bien écrit, alors que ce n'était pas du tout ce que j'avais en tête en écrivant à la base. J'ai alors réalisé que je m'étais trompée jusqu'ici sur le style. Je bloquais sur l'écriture parce que je trouvais mon style plat, peu intéressant. J'essayais toujours de le fignoler, de l'améliorer, de l'enrichir quand j'écrivais mes romans. Et ça ne fonctionnait jamais, tu t'en doutes, quand on essaye d'ajouter dans nos phrases, ça ne marche pas. Je pensais en fait que le style était plus important que l'histoire à l'époque. Alors qu'en fait c'est l'inverse. Dans le cas de mes carnets de voyage, j'avais une clarté absolue sur ce que j'allais raconter puisque je l'avais vécu. Ma main courait toute seule sur le clavier, et je retouchais très rarement ce que j'avais écrit. Pourtant, j'ai écrit de très belles choses. Il me manquait simplement ce déclic-là. Le style n'est pas la finalité, c'est un outil. Tu peux t'en servir pour renforcer certains passages, pour mieux décrire les émotions, mais en général, moins on le voit, mieux c'est, et surtout si tu débutes. À partir de ce jour-là, j'ai toujours écrit en gardant l'histoire en tête avant tout, et ensuite, je regardais un petit peu le style et éventuellement je le retouchais. Mais certains passages magnifiques sont sortis tout seuls en pleine session d'écriture parce que je savais exactement ce que j'allais raconter et comment j'allais le raconter. Je les ai à peine retouchés ensuite. Et ils valent toutes les phrases que j'ai mis des heures à améliorer, à décortiquer, à étudier, à enrichir. Évidemment, j'allais pas te laisser sans un petit exemple, alors je vais te lire un extrait d'un de mes carnets de voyage lors de ce tour du monde. C'est sur l'île de Pâques. Elle est comme je me l'imaginais, seule au milieu du Pacifique, battue par un vent infernal. Déserte ou presque, et avec un peu partout, les mystérieux moaïs, qui veillent, centenaires, sur ce caillou. Et pourtant, elle est pleine de surprises, plages, cratères, fabriques de moaïs à même la roche, parmi d'autres endroits hors du temps,
Ce sera certainement la destination la plus reculée et fascinante de mon voyage. Voilà pour cette première leçon. Je pense que je pourrais parler très longtemps de ce sujet, mais retiens surtout que le style est un outil et que plus tu es au clair sur ton histoire et la scène que tu vas raconter, eh bien plus ce sera simple pour toi, plus tu pourras t'amuser et plus ce sera amusant à lire pour ton lecteur. J'ai eu un deuxième déclic en écrivant ces carnets de voyage. L'écriture m'a aidé à vivre mon voyage à fond. Je pratiquais pourtant l'écriture intuitive depuis 2 ans à peu près au moment de mon voyage, et j'y consacrerai certainement un épisode de podcast. Je savais quel bien me faisait cette pause quotidienne à transférer mes pensées sur mon carnet. Mais pour le voyage, l'écriture a renforcé le processus. En écrivant, je prenais du recul. Je réalisais ce que je venais de vivre. En mettant des mots sur mes rencontres, j'incarnais la personne que j'avais rencontrée. En décrivant les lieux, je réalisais leur beauté. Je pourrais continuer longtemps comme ça, mais je pense que tu as compris l'idée. Les carnets de voyage étaient un moyen d'explorer davantage, encore plus profondément, encore plus intensément. Et bien sûr, je ne vais pas te laisser là sans un petit extrait que j'ai écrit à Tadoussac, au Québec, pendant une randonnée de plusieurs jours. La suite a été écrite dans le premier refuge du sentier qui sépare la baie Sainte-Marguerite de Tadoussac, au coin du feu que je venais d'allumer, en galérant un peu, puisque j'essayais d'allumer en même temps mon feu dans la cheminée et de m'occuper de mon réchaud à l'extérieur avec un vent et une pluie de tous les diables. Et tout d'un coup, j'ai fini par faire crépiter un bon feu dans la cheminée et à préparer mon repas. Puis, en entrant dans le refuge, qui comporte de grandes baies vitrées sur le fjord, j'ai vu d'un côté de la baie un splendide coucher de soleil et de l'autre un arc-en-ciel. Avant tout cela, j'ai parcouru mes 3 premiers kilomètres de sentier sous le déluge, en repensant à Jean-Claude et Gary et aux morceaux qu'ils m'ont fait écouter, plusieurs ayant pour thème la pluie, l'arche de Noé. Je me sentais envahie d'une sensation de calme indescriptible, de marcher en forêt, sentir l'odeur des sapins et du bois mouillé. Je me suis dit à un moment que chaque jour, j'avais l'impression d'être plus heureuse que la veille. Et pourtant, entre l'observation des baleines et ma rencontre avec mes 2 baroudeurs géniaux, je ne voyais pas comment l'être plus qu'en cet instant. Je me suis alors mise à rire en pleine forêt en me disant « Tu vas marcher 42 kilomètres, tu en as fait 2, c'est le déluge, et tu te dis que tu n'as jamais été aussi heureuse, t'as vraiment un problème. » Mon 3e déclic a eu lieu 1 mois avant mon tour du monde, certes, mais il y est complètement lié. Parmi les rêves que je souhaitais réaliser lors de ce voyage, il y avait plonger avec les requins en Polynésie. J'ai vite découvert que la passe de Fakarava, que je rêvais d'explorer en plongée, était déconseillée aux débutants et que moi je n'avais jamais fait de plongée. Mais j'ai voulu passer le PADI, le diplôme nécessaire pour pouvoir plonger. Je me suis donc inscrite à une piscine en région parisienne où il était possible de passer la première partie du diplôme avant de le compléter par des plongées en extérieur. Au bout d'1 heure sur place, le rêve de plonger avec les requins s'est envolé. Je suis terrifiée par cette piscine de 10 mètres de profondeur. Il m'est absolument impossible de retirer mon masque sous l'eau, ce qui constitue le 2e exercice de la 30aine à faire pour le diplôme. Je panique complètement une fois dans l'eau, bref, je suis à 2 doigts d'abandonner. Et les instructeurs me font bien comprendre que je n'aurai pas le diplôme ce week-end-là, vu mon retard dans les exercices. Et bien sûr, j'étais la seule du groupe à ne pas y arriver, sinon c'est pas drôle. Je fais des cauchemars toute la nuit. Je pars la boule au ventre. Le lendemain, et c'est un nouvel échec. Je rentre chez moi et réfléchis longuement. Est-ce que je vais laisser tomber la plongée sous-marine à cause de ce malheureux exercice ? Est-ce que j'ai vraiment peur d'une piscine de 10 mètres de profondeur, auquel cas c'est même pas la peine de plonger en mer ? J'ai fini par prendre mon courage à 2 mains et appeler le centre pour savoir s'ils pouvaient me programmer sur un nouveau week-end pour passer le PADI. Je n'avais rien à perdre, mais j'avais très envie de plonger en Polynésie. Et le jour J, j'y suis retournée. Un sentiment très étrange me tordait l'estomac. J'étais certes terrifiée, mais je me sentais étrangement sereine. Aujourd'hui, je sais quel était ce sentiment. C'était tout simplement le courage. J'allais affronter la chose qui m'avait le plus terrifiée. Être sous l'eau, harnaché de la combinaison de plongée et des poids, sans pouvoir remonter. Ça te semble peut-être très simple, mais figure-toi, je ne suis pas la seule. J'ai aussitôt parlé du premier week-end au moniteur, de l'échec, des exercices, de ce qui avait fonctionné ou non, du fait que j'avais tendance à paniquer sous l'eau. L'instructeur a eu la très bonne idée de me confier au moniteur le plus patient et gentil du groupe. Je te résume le truc, ça a été un week-end intense et difficile, mais j'ai réussi.
J'ai eu un mal fou, avec le masque, avec tout le reste. Mais au moindre succès, je m'y accrochais comme un corail sur son récif. À la fin du week-end, j'étais métamorphosée. Et le moniteur était médusé. Promis, c'était la dernière métaphore aquatique. J'ai fait la deuxième partie du diplôme au Québec, près de Montréal, dans une carrière engloutie. J'ai réussi tous les exercices, même si ma zone de confort, à savoir une belle piscine bien chaude et transparente, avait été remplacée par une eau brumeuse, trouble et glaciale, nécessitant une tenue supplémentaire. La fierté et la gentillesse des moniteurs me tenaient chaud. Une fois dans la mer, en Polynésie, j'ai fait ma première plongée, avec des raies manta. Elle n'a pas été de tout repos. Une fois bien arrivé au fond, l'instructeur nous fait signe de ne pas bouger pour ne pas les effrayer, et c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Mon esprit s'est mis à tourner à 1000 à l'heure, à me submerger de panique. Et puis les raies sont arrivées. Je n'ai pas plongé avec les requins pendant mon tour du monde, mais je sais que je le ferai un jour. Cette longue anecdote ne vise pas à te décourager de la plongée sous-marine. C'est simplement la plus belle leçon de persévérance qui m'a été donnée de vivre. J'ai des papillons dans le ventre en écrivant l'épisode, tant je me suis sentie forte, courageuse, persévérante en retournant dans l'eau alors que j'étais terrifiée. Les raies manta qui ondoyaient à 1 mètre de nous en valaient complètement la chandelle et je le referai sans hésiter. Alors quel est le rapport avec l'écriture, me diras-tu? C'est tout simple, mon expérience est la même. Si tu savais comme j'ai procrastiné l'envoi de mon premier roman aux éditeurs. Me prendre un refus aurait fait tellement mal à la petite Ingrid pour qui je faisais tout ça, celle qui rêvait tant de devenir écrivain. Pourtant, je savais que j'allais recevoir des refus et qu'ils allaient me permettre d'améliorer le roman, jusqu'à ce que la rencontre se fasse avec un éditeur. Mais j'étais paralysée par cette peur. Ne fais surtout pas comme moi. Si ton rêve est de publier ce roman, essaye, envoie-le. J'ai entendu dans le podcast de Brooke Castillo, une coach américaine dont je te parle de temps en temps, cette phrase que j'avais envie de te redire. Sors de ta zone de confort, fais-le, plante-toi, refais-le, replante-toi, refais-le, replante-toi, et tu finiras par réussir. Est-ce que c'est pas ça le succès finalement? Enfin, j'ai un dernier déclic à te raconter. Il ne date pas vraiment du tour du monde, car il dormait un peu pendant mon voyage. Il s'est plutôt manifesté à mon retour. Il parle d'entrepreneuriat, mais j'avais envie de te le partager. Je suis retournée au Burning Man en 2018, après y être allée pendant mon tour du monde en 2017. Entre événements et villes éphémères, Burning Man repose sur 10 principes, parmi lesquels il y a la participation, on n'est pas spectateur mais acteur, et donc il y a beaucoup de stands, d'événements qui nécessitent de la participation et de l'interaction. Et lors du Burning Man de 2018, alors que je me promenais seule à vélo, je vois un stand très minimaliste. Une table flanquée d'un panneau Advice, conseil en anglais. 2 jeunes hommes y sont installés et causent avec un homme plus âgé, de l'autre côté de la table. Je n'ai pas vraiment de questions précises en tête, mais ils ont l'air de bien s'amuser, et j'attends patiemment mon tour. Je m'installe face à eux et on commence à échanger, et notamment plaisanter sur ce stand de conseils en plein désert. Une inspiration soudaine me frappe, et je leur dis « En fait, j'ai une question. J'aime tellement Burning Man que j'aimerais venir tous les ans, mais je viens d'Europe, et c'est très cher. Vous me conseillez quoi ?» Et l'un d'eux me répond aussitôt « change de travail pour gagner plus d'argent. » Sur le moment, j'éclate de rire. Je vois bien la mentalité entrepreneuriale des Américains, mais je pense que leur conseil est inapplicable pour moi, qui suis française. En France, le budget pour venir à Burning Man est à peu près 1 mois de mon salaire d'ingénieur, et il me faudra des années pour que celui-ci augmente significativement, si j'ai de la chance, si j'ai des promotions, etc. Pourtant, la réflexion continue de me travailler les jours suivants, et à mon retour, c'est décidé, je vais suivre exactement ce conseil. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais un jour, je gagnerai plus d'argent pour réaliser tous les rêves qui me restent. Cela passe par l'investissement, par l'entrepreneuriat. Il me faut ensuite 2 ans pour devenir entrepreneur. Je n'oublierai jamais ce burner pour qui ce déclic était l'évidence même. Bon, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode entre carnet de voyage et leçon de vie te plaît, et du coup j'avais envie de te raconter un petit épisode de ce fameux tour du monde. Il n'a aucun rapport avec l'écriture, mais c'est le souvenir le plus vibrant de mon voyage, devant les raies manta, devant l'île de Pâques, devant l'ascension du Kilimandjaro et même le Burning Man, je ne pouvais pas le passer sous silence. Et plutôt que de te le raconter depuis 2021, j'ai envie de donner la parole à Ingrid 2017 et te lire un extrait de carnet de voyage. Tu verras que les apprentissages sont plutôt évidents et qu'il se suffit à lui-même. Puis vient le dernier week-end. Le mont Agung, qui se tenait à carreau jusque-là, décide de commencer son éruption. Je vois tous les vols être annulés petit à petit, dont celui de mon amie Marie du Burning Man,
qui devait me rejoindre pour 2 jours à la fin de mon séjour. Je commence à me dire que si je veux arriver en Birmanie en même temps que ma meilleure amie qui m'y rejoint, il va falloir élaborer un plan B. Le lundi, je me donne jusqu'au lendemain pour me décider. La situation ne s'est pas arrangée. Il va falloir rejoindre un autre aéroport. J'ai le choix entre Surabaya et Jakarta, tous deux situés sur l'île de Java, à l'ouest de Bali. Surabaya est au milieu de l'île et Jakarta à son extrémité ouest, à l'opposé de Bali. Par précaution, je choisis Jakarta, situé à 1000 km de Bali, contre 400 pour Surabaya. Les cendres auront un plus long chemin à parcourir. Et j'ai plus de chances de trouver un vol, vu que Surabaya sera probablement pris d'assaut. Je prends le premier ticket de bus disponible, il est à 14h, la veille de mon supposé vol, en cas d'une reprise de trafic. Le trajet de bus est de 24 heures, dont un petit passage en ferry, entre Bali et Java. Juste avant de partir, j'apprends que mon vol est annulé. Ouf, cela m'évite d'être dans l'incertitude pendant tout le trajet pour savoir si je serai remboursé ou non du billet. Je fais mes adieux au balinais de l'auberge, et enfourche mon Uber scooter, appelé Gojek en Indonésie, pour le terminal de bus voisin. Mon bus pour Jakarta apparaît enfin au terminal en pleine ébullition. Je m'installe. Ma voisine indonésienne a l'air enchantée d'être à côté de moi. Et c'est parti. Les 24 premières heures de trajet seront vraiment agréables. Le bus est confortable, je parviens à dormir la nuit. Surtout, je fais la connaissance de ma voisine, Yeti, avec qui je parviens à communiquer, même si son seul mot d'anglais est good et mon seul mot indonésien, merci. Avec les mains, le visage, les photos sur le téléphone portable, j'arrive à comprendre qu'elle a la quarantaine, 3 filles, vient de près de Denpasar, la capitale de Bali, et est mariée à un militaire. De son côté, elle est toute fière de m'avoir rencontrée, et me montre à toutes les personnes qui l'appellent en vidéo. « Regarde ma voisine !» Je récolte un bon nombre de compliments, et nous faisons quelques photos souvenirs. Elle veille également sur moi, me paye de petits trucs à manger, bien que j'ai largement de quoi payer, mais je comprends toujours les événements avec un train de retard. Par exemple, des bananes légumes cuites qui seront un délice. Elle est parfaite, je vous dis. Elle garde un œil sur moi pendant les pauses, me prévient quand le bus s'arrête, mange avec moi, oui parce que nous avons le droit à 3 repas pendant ce trajet dans de petits selfs, où je n'ose pas toucher à autre chose que du riz blanc, hélas. Le panorama pendant le trajet aura également été magnifique. Des rizières en terrasse et forêts balinaises à la tranquille campagne javanaise, ces rizières plates à perte de vue et ces mosquées colorées. Le souci, c'est que le trajet est censé se terminer à 14h le jeudi, confirmé par Yeti, et que lorsque vers 11h30, je regarde le nombre de kilomètres restants, je vois que nous sommes à 400 km de la capitale. Les heures suivantes seront assez difficiles pour moi, car nous sommes coincés dans les bouchons et les inondations, et je commence à réaliser que nous n'allons pas arriver sur place avant le soir, voire le milieu de la nuit. J'abandonne mes espoirs d'avoir un vol le jour même. Voir les maisons inondées au bord de la route est un choc pour moi, et me fait réaliser que tout va bien, tant pis pour mon vol, le remboursement, etc. Je suis bien installée, en bonne compagnie, je n'ai pas à me plaindre, tout va bien. Lors du dernier repas, Yeti me demande si je veux du S. Sûrement pas la bonne orthographe. Évidemment, je ne comprends pas, alors j'accepte pour tenter. Super, il s'agissait de thé glacé, avec une énorme dose de sucre. Je propose à Yeti de trinquer, et elle le fait avec un grand sourire, puis me regarde et me dit « Memory ?» avec son joli accent. Je lui réponds « Good memory ». Elle renchérit avec quelque chose comme « Ingrid memory Yeti ?» en me regardant très intensément et sérieusement, ce qui achève de m'émouvoir. Bien sûr que je me souviendrai de toi, Yeti. Tu as veillé sur moi, as été tellement généreuse, et as réussi à me parler d'un tas de choses pendant 35 heures. M'a rassurée en voyant mon stress augmenter avec mon vol, en me mettant une main sur l'épaule, et en me parlant tout gentiment. J'ai maudit la barrière de la langue. Sans rien attendre en retour, à part te demander si je me souviendrai de toi. J'essaye de lui répondre que oui, bien sûr, et soudain, je me souviens que je connais le mot indonésien pour dire ami, toman, que je lui lance fièrement. Le sourire qui illumine le visage de Yeti à ce moment-là vaut à lui seul une centaine d'heures de bus. Tu te doutes que quand je suis rentrée de voyage et que j'ai recommencé l'écriture de Cris dans le chaos, l'un de mes premiers romans, et que j'avais besoin d'un nom pour la présidente d'Eteloé, la présidente de l'univers, une femme forte, inspirante, réfléchie, je n'ai pas cherché bien loin et je l'ai appelée Yeti. Et voilà, collègues écrivains, c'est très très ému que j'achève cet épisode entre vacances et rentrée, entre écriture et voyage. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a évadé un peu.
Et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé sur Instagram. Quant à moi, je te dis au prochain épisode, à dans 2 semaines, et prends soin de toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast et le partager à un collègue auteur. Et tu peux rejoindre les auditeurs du podcast sur j'écrisunroman.fr/hello pour échanger et écrire avec nous ou encore me poser toutes tes questions. Et je te dis à bientôt au Café des auteurs.